J'étais seule pour l'enterrement de mon époux. Ni notre fils, ni notre fille, pas même un petit enfant n'était présent. Seulement moi, immobile près de son cercueil, tandis que le vent glacial balayait la cour de la chapelle, comme si même le temps refusait de s'attarder. L'employé des pompes funèbres semblait mal à l'aise, son regard oscillant entre les chaises vides et mon visage. Il s'éclaircit la gorge une fois, puis deux. « Souhaitez-vous attendre encore un peu, Madame Renaud ?»« Non, » ai-je dit, « commencez. » Henri aurait détesté le retard. Il était ponctuel, même dans ces derniers jours, prenant ses médicaments à heure fixe, regardant le journal de 20 heures précises, pliant ses pantoufles côte à côte avant de se coucher. Un homme d'habitude, un homme de dignité, et maintenant un homme conduit à son dernier repos, seul. J'étais assise au premier rang, les 5 sièges autour de moi vacants. Le prêtre récitait les Écritures sans conviction. Les fleurs étaient trop vives, le cercueil trop verni. Je ne pouvais m'empêcher de penser combien Henri aurait ri de tout ce faste. Puis il aurait froncé les sourcils, demandant où diable étaient les enfants. Où étaient-ils? Un message était arrivé ce matin. Notre fils, Julien, avait envoyé une seule ligne. « Désolé, maman, un imprévu. Je ne peux pas venir. » Aucune explication. Pas un appel. Je l'imaginais à son bureau, ou plus probablement, sur un terrain de golf avec des clients, feignant de ne pas sentir le poids du jour, prétendant que la mort de son père n'était qu'un petit contretemps dans un agenda chargé. Notre fille, Sophie, n'avait même pas envoyé de message. Elle avait laissé un message vocal 2 jours plus tôt, aussi léger qu'un vent de printemps. « Maman, je ne peux vraiment pas annuler mon rendez-vous chez l'esthéticienne, et tu sais combien les reports m'angoissent. Dis à papa que je viendrai le voir la semaine prochaine. » La semaine prochaine? Comme si les morts attendaient. Après l'office, j'ai marché seule derrière les porteurs. Je n'ai pas pleuré. Non pas que je n'avais pas de chagrin. Je le portais depuis des mois, mais il y a une sorte de douleur si profonde qu'elle reste immobile en vous, comme une ancre. Et ce jour-là, j'étais déjà ensevelie dessous. Le cimetière était presque désert. Un vieux gardien observait de loin, la main posée sur une bêche. Le cercueil fut descendu, les prières murmurées. La poussière rencontra le bois. Le bois rencontra le silence. Je suis restée un moment après le départ des autres. Mes talons s'enfonçaient légèrement dans la terre, et je sentais le vent s'engouffrer dans mon manteau. La pierre tombale serait posée plus tard, pour l'instant une simple plaque avec le nom d'Henri. Henri Renaud, époux bien-aimé, père, oublié. Le mot restait coincé dans mon esprit, comme une pierre dans la chaussure. Oublié. De retour à la maison, le silence hurlait. Son fauteuil était là, intact, ses pantoufles côte à côte, la télécommande là où il l'avait laissée. J'ai fixé cet objet un long moment. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai ouvert une bonne bouteille de vin, une de celles que je gardais pour les invités, et je me suis servi un verre. J'ai pris mon téléphone et ouvert Instagram. Je n'y vais pas souvent, mais quelque chose m'a dit de regarder. Le profil de Sophie était public, bien sûr. Elle avait posté il y a 2 heures une photo d'elle et de 3 amis, un verre à la main, riant aux éclats. Légende. Brunch entre filles. Mimosa à volonté. On profite de la vie. Julien avait posté aussi. Une photo du 9e trou. Son nouveau club brillant au soleil. Swing parfait. Météo idéale. Affaire conclue. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Puis, j'ai éteint le téléphone, pris une autre gorgée de vin et fixé la photo sur le mur. Henri et moi, lors de notre 40e anniversaire, debout à côté des rosiers qu'il avait plantés de ses propres mains. Ils fleurissaient en rouge. Maintenant, ils étaient nus. Demain, ai-je pensé, j'appellerai le notaire. Je ferai les changements, tranquillement, avec la même dignité qu'Henri avait eue en vivant. Car si j'étais la seule à être venue pour son dernier adieu, je serais la seule à exécuter ses dernières volontés. Et les leurs. Ce soir-là, j'étais assise seule dans notre cuisine, la même pièce où Henri avait l'habitude d'éplucher des pommes avec la précision d'un chirurgien, les coupant en petits croissants nets et les alignant sur une assiette. Il m'offrait toujours le meilleur morceau. Celui qui a pris le plus de soleil, disait-il. Maintenant, la corbeille de fruits était intacte, quelques poires trop mûres s'affaissant sur elles-mêmes. Le silence n'était pas nouveau.
Henri était parti depuis près de 2 semaines avant l'enterrement, et ces jours m'avaient déjà appris la forme de la solitude. Mais ce soir, elle pesait plus fort, plus cruelle. Je ne pouvais cesser de penser aux chaises vides, aux messages de Sophie, ou plutôt à son absence. J'avais élevé une fille qui pouvait regarder son père être mise en terre depuis le confort d'une table de brunch. Avais-je échoué avec elle, ou avait-elle échoué quelque chose en elle qui ne pouvait plus être récupéré? Le SMS de Julien était toujours là. Pas de ponctuation, pas de chaleur, juste un refus plat en noir et blanc. Un imprévu. Était-ce la honte, l'indifférence, ou cette sorte de cruauté désinvolte qu'on ne reconnaît même pas avant qu'il ne soit trop tard? Je me servis un autre verre de vin. Non par chagrin, par lucidité. J'ai traversé le couloir jusqu'à notre chambre, j'ai ouvert le tiroir supérieur du bureau d'Henri. Ses affaires étaient toujours organisées de la même manière. Enveloppe, double de clés, un vieil album de timbres. J'ai atteint le fond, derrière les dossiers, et j'ai sorti la chemise que je gardais cachée derrière tout le reste. Fine, propre, scellée par un élastique. Elle était étiquetée « Succession ». À l'intérieur se trouvaient les copies de notre testament, la liste des bénéficiaires, nos instructions sur ce qu'il adviendrait de la maison, de la voiture, des comptes, même de l'horloge ancienne que le grand-père d'Henri avait rapportée d'Alsace. Tout avait été préparé, revu par notre notaire il y a 2 ans, avec amour et prévoyance. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai ouvert le dossier. Julien était listé comme co-bénéficiaire du compte d'investissement principal, celui qui contenait près de 250 000 €, accumulés par une vie de travail et de choix économes. Lui et Sophie étaient tous deux inclus dans la clause de transfert de la maison. Même le chalet dans le Morvan, celui qu'ils ne visitaient plus mais dont ils s'enquéraient toujours à l'approche des impôts, leur était destiné. Je tenais les pages dans ma main, mes doigts tremblants. Pas à cause de l'âge, à cause de quelque chose de plus profond. La trahison a un pouls, et le mien battait dans mes oreilles. Je me suis levée et je suis allée au placard, sortant un bac de rangement en toile. Dedans, il y avait toutes les vieilles photos. Réunions de famille, anniversaires, vacances. Henri tenant les enfants quand ils étaient petits. Moi sur le porche, riant. Sophie tirant sur ma manche. Julien endormi sur les genoux d'Henri. Un livre tombé ouvert sur sa poitrine. Nous étions autrefois une famille. Et peut-être avais-je été trop naïve pour voir à quel point cette famille s'était éloignée. Peut-être que l'amour ne s'érode pas dans une tempête. Peut-être qu'il s'estompe comme du papier peint au soleil. Tranquillement, jusqu'au jour où vous ne reconnaissez plus le motif. J'ai pris une photo d'Henri et Julien à la pêche. Julien devait avoir 12 ans. Henri avait son bras autour de lui, montrant quelque chose dans l'eau, son sourire plein et doux. Cet homme avait mérité plus qu'une chapelle vide. J'ai reposé la photo, puis j'ai pris le téléphone. Il était près de minuit, mais cela m'était égal. J'ai appelé Maître Durand, notre notaire. Je suis tombée sur sa messagerie, comme prévu. J'ai laissé un message quand même. Maître Durand, c'est Élise Renaud. J'ai besoin de réviser mon testament de toute urgence. Appelez-moi demain matin. J'ai raccroché et je suis restée un long moment près de la fenêtre. Le clair de lune touchait le sommet des rosiers dehors. Ils avaient dépéri depuis le départ d'Henri, pas par négligence, mais comme par sympathie. Je savais que je devais les tailler, leur donner de l'espace pour fleurir à nouveau. Mais pas ce soir. Ce soir, je laissais les vieux pétales tomber. Demain, je commencerais à couper ce qui n'avait plus sa place. L'étude du notaire sentait les vieux livres et la cire d'abeille, le genre d'endroit où le temps semblait dense et où le silence avait un poids particulier. Maître Durand nous connaissait, Henri et moi, depuis plus de 30 ans. Il s'était occupé de notre premier prêt immobilier, de la licence commerciale d'Henri, de l'acte de vente du chalet et finalement de notre planification successorale. Digne de confiance, précis, et comme moi, un peu fatigué des gens qui sourient quand ils veulent quelque chose. Il leva les yeux de son bureau quand j'entrais, se levant de sa chaise avec une expression de légère surprise. « Élise, dit-il en boutonnant sa veste, vous êtes matinale. » « Cela ne pouvait pas attendre, » répondis-je en m'installant dans le fauteuil en cuir face à lui. Mon manteau sentait encore faiblement le jardin. J'avais coupé les roses mortes ce matin-là, tôt avant le petit déjeuner. Tailler m'avait toujours calmé.
Il y avait quelque chose d'honnête à couper ce qui ne servait plus. « J'ai eu votre message », dit maître Durand en s'asseyant. « Vous avez dit vouloir réviser votre testament ?»« Oui, » ai-je dit. « Julien et Sophie doivent être entièrement retirés. » Il marqua une pause, non par choc, mais par précaution. « En êtes-vous certaine ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « J'ai enterré mon mari seul. Nos enfants ne sont pas venus. Pas un appel, pas une fleur. Ils étaient occupés. » J'ai posé mes mains calmement sur la table. « Ils ne méritent pas un centime. » Maître Durand hocha lentement la tête. « Alors nous allons rédiger un avenant complet. Vous voulez les retirer de chaque disposition ? » ?»« Oui. Les comptes, la maison, le chalet, tout. Compris. » Il ouvrit un bloc-notes et commença à écrire en lignes nettes. « Voulez-vous rediriger les actifs vers quelqu'un d'autre ? J'ai pensé à Léo, mon petit-fils, le garçon de Sophie, le seul qui venait jamais me voir sans avoir besoin de quelque chose. Qui tondait ma pelouse en juillet, non pas parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'il disait que je ne devrais pas transpirer comme ça. Qui m'apportait des livres de la bibliothèque et me demandait mon avis dessus. Qui avait dit un jour « Grand-mère, j'aime plus te parler qu'aux jeunes de mon âge. » Je pris une profonde inspiration. « Oui, ai-je dit. J'aimerais mettre en place une fiducie pour Léo. Je veux qu'il ait la maison, le chalet et le reste de la succession. Je veux que ce soit structuré avec soin, protégé de l'avidité de ses parents. Cela peut être arrangé, dit maître Durand, avec le genre de professionnalisme sec que j'appréciais. Nous créerons une fiducie irrévocable au nom de Léo. Il n'y aura pas plein accès avant ses 30 ans, sauf pour l'éducation ou les frais médicaux. Cela vous semble-t-il acceptable ? C'est parfait. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails, papier après papier, clause après clause. Je n'ai pas bronché. Quand vous avez enterré votre mari de vos propres mains et que vous vous êtes tenu près d'une tombe ouverte sans un enfant en vue, une pile de documents juridiques ne vous fait pas peur. Rien de trivial ne peut vous atteindre après ça. Alors que nous approchions de la fin, maître Durand leva à nouveau les yeux de son bureau. « Élise, je dois dire que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens de votre âge font si nettement. La plupart veulent pardonner, garder la paix. J'ai gardé la paix pendant 80 ans, ai-je dit doucement. Et elle m'a enterré bien avant d'enterrer Henri. » Il ne posa plus de questions. Au moment où je quittais l'étude, le soleil commençait juste à s'étirer sur le trottoir. Je restai dehors un moment, laissant l'air d'octobre me frapper le visage. Je n'étais pas triste. Je n'étais plus en colère non plus. J'en avais simplement fini. Fini d'attendre que mes enfants deviennent les personnes qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de devenir. Fini de confondre devoir et amour. Fini de signer des chèques avec mon cœur en attendant autre chose en retour que le silence. Mes pas résonnaient alors que je retournais à ma voiture. Le siège en cuir semblait plus chaud que d'habitude. Je m'y suis assise un moment, les mains sur le volant, regardant les gens s'affairer dans la rue. Une femme passa avec sa fille, se tenant la main, partageant un rire. Je ne les enviais pas. Je notais juste la scène, comme une vieille chanson que j'aimais autrefois, mais que je ne jouais plus. Cette nuit-là, j'ai dormi sans la télé allumée, sans livre, sans le vieux pull d'Henri plié à côté de moi, comme il l'avait été depuis l'hôpital. Le silence était toujours là, mais il ne faisait plus mal, plus maintenant. Le classeur dans le couloir avait 3 tiroirs, tous étiquetés de l'écriture stable d'Henri. Maison, impôts, famille. Le dernier était le mien. Je l'ouvris lentement, le métal gémissant un peu, comme s'il était réticent à abandonner ses fantômes. À l'intérieur, des dossiers sur des dossiers, des reçus, des copies de chèques, des lettres de banque, de vieilles cartes de Noël glissées entre des accords de prêt. J'avais tout gardé, non par obsession, mais parce que je croyais en la clarté. Le papier ne ment pas, et ce tiroir contenait assez de vérité pour allumer un feu de forêt. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai mis le dossier intitulé « Julien, éducation et affaires » de côté, et j'ai ouvert « Sophie, maison et style de vie ». L'écriture était la mienne. Plus nette il y a des années, toujours lisible maintenant. J'ai commencé à lire. Un chèque de 12 000 € daté de 2003. Le mariage de Sophie. C'est une petite cérémonie, maman. On veut juste un bel endroit. Cet endroit avait des chandeliers, des petits fours au homard et un quatuor à cordes. Un virement de 6 000 €.
2007. Le toit fuit, maman. Le berceau du bébé a été trempé. J'ai payé dans l'heure. 10 000 € en 2011. Nouvel appareil dentaire pour Léo. 5 000 € en 2013. Il veut aller à un camp d'été de robotique. C'est très important, maman. 1 an plus tard, quand Sophie a appelé en pleurant parce que son mari avait été licencié, j'ai envoyé 15 000 € supplémentaires, sans poser de questions. « Tu nous sauves toujours », murmura-t-elle au téléphone. « On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi. » Je l'avais cru. Le dossier de Julien était plus épais. 20 000 € de capital de départ pour une start-up infaillible qui a fait faillite en moins de 6 mois. Henri m'avait prévenu de ne pas l'envoyer. Je l'ai envoyé quand même. Une voiture d'occasion, un acompte, 3 semestres d'études supérieures. J'ai payé les factures d'hôpital quand sa 2e fille est née et l'assurance quand la première s'est cassé le bras. Quand Julien a pris du retard sur ses impôts, j'ai fait un chèque et je ne l'ai dit à personne. En regardant tout cela maintenant, ligne après ligne, je me demandais quand exactement j'étais devenue leur filet de sécurité. Ou peut-être que ça avait toujours été comme ça, et que j'étais juste trop disposée à m'enrouler autour de leur chute. Pas une seule fois ils n'avaient refusé mon aide. Mais ils avaient refusé de venir dire au revoir à leur père. Et ça, ce n'était pas quelque chose que le papier pouvait réparer. J'ai remis les dossiers dans le classeur. Sauf un. J'ai gardé l'enveloppe marquée « Léo ». À l'intérieur se trouvait un mot qu'il avait écrit quand il avait 11 ans. Crayonné, plié en 2. « Mamie Élise, merci de m'avoir appris à faire des crêpes. Je pense que tu es très sage et drôle. Un jour, je prendrai soin de toi comme tu prends soin de moi. » J'ai tenu le papier pendant un long moment. Il avait 19 ans maintenant. Je ne savais pas s'il se souvenait avoir écrit cette lettre ou si cela signifiait encore quelque chose pour lui. Mais moi, oui. J'avais eu l'intention d'être juste, de diviser les choses équitablement. C'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Soyez juste, ne faites pas de favoritisme. Mais si l'équité n'était pas l'égalité? Et si l'équité signifiait donner votre héritage à la seule personne qui vous voyait, non pas comme une banque, mais comme un être humain? Henri disait « L'héritage, ce n'est pas ce que tu laisses, c'est à qui tu le laisses. » Je pensais qu'il parlait financièrement. Maintenant, je sais que non. La maison semblait plus petite ce jour-là, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais commencé à la voir sans l'encombrement de la mémoire. Pendant des années, j'ai gardé chaque bibelot que les enfants m'avaient donné. Cartes faites à la main, cadres photos en macaroni, tasses à paillettes, mais l'amour n'est pas dans les objets. Il est dans les actions. Et dernièrement, leurs actions avaient toutes dit la même chose. Tu es utile, pas précieuse. Cet après-midi-là, j'ai emballé 3 boîtes en carton avec les vieux cadeaux des enfants. Pas pour les jeter, pas encore, juste pour faire de la place pour que quelque chose d'autre puisse grandir. Cette nuit-là, je n'ai pas bu de vin, je n'avais plus besoin de courage, j'ai fait du thé. Du vrai thé, celui qu'Henri aimait. Des feuilles en vrac dans une vraie théière, infusées juste comme il faut. Je l'ai apporté au salon, et je me suis assise dans le calme, les jambes repliées sous moi, l'odeur de la bergamote douce dans l'air, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le début de la paix. L'appel est arrivé juste après midi, une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois, douce, presque hésitante. « Grand-mère ?» Léo. J'ai fermé le registre devant moi. J'examinais les factures d'électricité, me préparant à clore certains services au chalet du Morvan. Celui que Julien n'utilisait jamais, mais qu'il appelait toujours un « actif ». Ce n'était plus un actif. Pas pour lui. « Bonjour, mon chéri », dis-je, en veillant à garder ma voix stable. « Tout va bien ?» Une pause. Puis, j'ai appris pour grand-père. Je suis désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. J'ai attendu. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'avais besoin d'entendre si les mots suivants étaient sincères. « Je ne savais pas qu'il était parti avant-hier », dit rapidement Léo. « Maman ne me l'a jamais dit. Elle a dit qu'il était malade, mais pas qu'il était parti. » Je restais très immobile. « Il est décédé il y a presque 3 semaines, Léo. »« Je sais, » murmura-t-il. « Je suis désolé. » Pendant un moment, aucun de nous ne parla. J'entendais quelque chose dans son silence. Pas de la culpabilité exactement, mais du chagrin. Le vrai. Celui qu'on ne peut pas simuler.
Je voulais venir te voir, ajouta-t-il, si ça te va. J'ai expiré. Bien sûr que ça va. Il est arrivé 1 heure plus tard, plus grand que dans mon souvenir, un peu mal rasé, sentant légèrement la lessive propre et le stress. Il m'a serré dans ses bras, comme le font les jeunes gens quand ils ne sont pas sûrs d'être encore les bienvenus. Un bras un peu hésitant, puis complètement. Une fois qu'ils réalisent que vous ne les repoussez pas. Je ne l'ai pas repoussé. Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai servi une limonade et il a regardé autour de lui comme si la maison était à la fois familière et différente. C'est ce que l'on ressent avec le deuil, je suppose. On reconnaît tout, mais cela n'appartient plus au même monde. J'ai raté son enterrement, dit-il, et je ne me le pardonnerai jamais. Tu n'es pas celui qui a choisi de le rater, dis-je doucement. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Maman n'est vraiment pas venue? J'ai hoché la tête une fois. Il n'a rien dit, fixant le sous-verre sous son verre, passant son pouce sur le bord effiloché. Elle m'a dit qu'ils avaient du travail, dit-il après un moment. Que c'était géré. Il soupira. J'aurais dû savoir. Tu sais maintenant. Je veux faire quelque chose, dit-il en se redressant. Pour lui, pour toi, n'importe quoi. Tu le fais, dis-je. Tu es là. Il n'avait pas l'air convaincu. J'ai hésité, puis je me suis levée et je suis revenue avec une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les documents de la fiducie. Non signés, non déposés, mais réels. Je ne les avais pas encore apportés à la banque. Je voulais d'abord voir le visage de Léo. Je lui ai tendu le dossier. Il l'ouvrit, les sourcils froncés, lut les premières lignes, puis me regarda, alarmé. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?»« Mon plan, dis-je simplement. C'est tout. La maison, le chalet, même les comptes d'épargne. Oui. Mais pourquoi moi ?» Sa voix se brisa. Pourquoi pas maman ou oncle Julien? J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu parler de leur absence, de leur cruauté, de leurs fêtes et de leurs excuses. Mais j'ai choisi une vérité différente. Parce que tu es le seul qui est revenu sans qu'on t'appelle. Il regarda les papiers, puis les posa doucement comme s'il avait peur de casser quelque chose. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Tu n'as rien à dire. Souviens-toi juste de qui tu es. Et souviens-toi à quoi ressemble l'amour quand il est réel. Ses yeux étaient humides maintenant. Il les essuya avec sa manche, comme il le faisait quand il était petit et qu'il ne voulait pas qu'on voie qu'il pleurait. Nous sommes restés assis là longtemps, sans parler, juste en étant. Comme Henri et moi avions l'habitude de nous asseoir le soir, 2 personnes qui n'avaient pas besoin de remplir l'air de sons pour se sentir proches. Alors qu'il partait, Léo s'est tourné vers moi sur le seuil. « Si je viens le week-end prochain, on pourra refaire des crêpes ?» J'ai souri, pleinement et doucement, pour la première fois depuis des jours. On utilisera même le bon sirop d'érable. Sophie est arrivée le lendemain matin. Je savais qu'elle viendrait. Non pas parce que je lui manquais, non pas parce qu'elle avait besoin de réconfort, mais parce que j'avais cessé de répondre à ses messages. Elle est arrivée sans prévenir, les pneus de son SUV noir crissant trop vite sur le gravier, comme si elle était en retard pour quelque chose de plus important. Elle n'a pas frappé. Elle est entrée comme elle l'avait toujours fait, comme si la maison lui appartenait encore d'une manière invisible. « Maman !» dit-elle en posant son sac à main surdimensionné sur la table de l'entrée. « J'essaie de te joindre. » Je ne me suis pas levée. Je pliais du linge. Lentement, délibérément, appariant des chaussettes comme si c'était la tâche la plus importante au monde. « J'ai été occupée, dis-je. » Elle ricana doucement. « Occupée à quoi ?» Je n'ai pas répondu. Elle est entrée dans la cuisine, s'est servi un verre d'eau sans demander et s'est appuyée contre le comptoir comme si les murs lui appartenaient. « Alors, dit-elle. Est-ce vrai ?» Je l'ai regardée. « De quoi parles-tu » Elle tapota ses ongles contre son verre. « Léo a dit que tu changeais ton testament. » J'ai fini de plier une chemise et je l'ai placée soigneusement dans le panier. « Pour m'exclure, Julien et moi. » Oui. Sophie a ri, court, amère. « Tu es sérieuse? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce que vous avez fait ?» J'ai levé les yeux vers elle maintenant, le pliage terminé, les mains immobiles. « Tu n'es pas venue à l'enterrement de ton père, Sophie. Tu n'as pas envoyé de fleurs, tu n'as pas appelé, tu n'as même pas demandé. J'avais un rendez-vous. » Oui, je l'interrompis. « Tes ongles. Et puis un brunch,
J'ai vu les photos. Elle cligna des yeux, mais ne le nia pas. Tu veux parler de ce que tu as fait pour moi, continuai-je. Tu m'as envoyé des listes de courses, des factures, des frais de scolarité, des demandes d'hypothèque, et je les ai payées, tranquillement, sans rien demander. C'est ce que fait la famille, lança-t-elle. Elle s'entraide. Non, dis-je doucement, c'est ce que font les mères, et je l'ai fait, pendant des années. Elle se tut. Ton père a construit cette maison de ses propres mains. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait de la fierté. Il t'a appris que le respect se mesure en action, pas en mots. Et toi, tu n'as pas pu lui donner 2 heures pour un au revoir. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Elle regarda le sol. Alors, tu nous déshérites vraiment. Juste comme ça. Non, dis-je. Pas juste comme ça. J'ai passé les 20 dernières années à donner sans recevoir. J'ai enterré mon mari seul. Je me suis assise près de sa tombe et j'ai attendu mes enfants. Ils ne sont jamais venus. Ce n'est pas juste comme ça. C'est toute une vie. Elle croisa les bras, essayant de paraître composée, mais sa bouche était serrée. Tu nous punis. Non, Sophie, je me libère. Et tu donnes tout à Léo? Je n'ai rien dit. Elle rit à nouveau, cette fois plus aiguë. C'est un gamin. Qu'est-ce qu'il connaît à la responsabilité? Il sait comment être présent. Le silence qui suivit fut épais. J'ai cru qu'elle allait pleurer. J'ai cru qu'elle allait crier. Au lieu de cela, elle a pris son sac. Eh bien, dit-elle en ajustant ses lunettes de soleil, j'espère que cela te fait te sentir puissante. Non, dis-je calmement. Cela me fait me sentir en paix. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai attendu d'entendre la voiture s'éloigner avant de prendre les documents de la fiducie sur la table de la salle à manger et de les poser à côté du linge plié. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé une lettre sur le seuil. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste du papier froissé et taché. Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout équilibrer. Nous avons fait de notre mieux. Peut-être que nous avons échoué, mais nous déshériter comme ça n'est pas la réponse. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié en 2 et l'ai placé dans le tiroir marqué « Divers », parce que c'est ce que c'était maintenant. Juste un autre morceau de papier. Trop peu, trop tard. Julien est venu le jour suivant. Il n'a pas fait irruption comme Sophie. Il a frappé 2 fois, a attendu, puis a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte lentement, sachant déjà qu'il ne viendrait pas seul. Et il n'est pas venu seul. Derrière lui se tenait Isabelle, sa femme, arborant son sourire rigide habituel et une écharpe trop chère pour la météo. Elle m'a fait un signe de tête comme si j'étais une étrangère qu'elle avait accepté de rencontrer par faveur. « Maman », dit Julien, sa voix calme, répétée. « On peut entrer ?» Je me suis écartée. Il a regardé autour de la maison comme quelqu'un qui traverse un musée d'une vie qu'il ne reconnaît plus. Je les ai conduits au petit salon. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. J'ai parlé à Sophie, commença-t-il, et à Léo. J'imagine que oui. Il s'éclaircit la gorge. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Je n'ai rien dit. Isabelle croisa délicatement les jambes, les diamants à son doigt attrapant la lumière de l'après-midi. Nous comprenons que c'est un moment difficile, Élise. Les émotions sont vives après une perte. Je l'ai regardée. Vous n'êtes pas venue à l'enterrement non plus. Elle cligna des yeux. J'avais un dîner client, très important, international. Julien changea de position. Maman, écoute, j'aurais dû appeler. J'aurais dû venir, mais je ne savais pas comment. Je pensais que peut-être... Non, je l'interrompis. Tu as pensé que si tu l'ignorais assez longtemps, cela deviendrait le chagrin de quelqu'un d'autre. Il détourna le regard. J'ai attendu, continuai-je. Je me suis assise dans une pièce construite par les mains de ton père, seule, pendant qu'on le mettait en terre. Et aucun de vous n'est venu. Julien ouvrit la bouche, mais Isabelle posa une main sur son genou. Un signal. Laisse-la parler. Nous comprenons que vous êtes bouleversé, dit-elle. Et c'est votre droit de changer votre testament. Mais soyons raisonnables. Léo est un enfant. Il a 19 ans. Oui, mais il n'a pas d'expérience. Il ne sait pas comment gérer une fiducie ou une propriété. Il pourrait être manipulé. J'ai haussé un sourcil. Par qui? Isabelle ne broncha pas. Par des gens qui savent qu'il a hérité de quelque chose de valeur. Comme vous, pensai-je. Julien essaya à nouveau. Maman,
Je sais que je t'ai déçu. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils. Mais tu dois admettre que c'est un peu extrême. Non, dis-je doucement. Ce qui est extrême, c'est d'abandonner son père. Ce qui est extrême, c'est de vivre sa vie comme si les gens qui vous ont élevé étaient jetables. Il déglutit difficilement. Alors c'est tout. Tu nous coupes les ponts. Vous vous êtes coupé vous-même. Je ne fais que reconnaître le fait. Isabelle se leva. Cela pourrait devenir compliqué, Élise. Légalement. Je soutins son regard. Ce ne sera pas le cas. Le dossier est impeccable. Mon notaire est bon. Et j'ai eu le temps de réfléchir. Julien paraissait plus vieux que dans mon souvenir, les tempes dégarnies, les yeux creux. Je pensais que tu pardonnais aux gens. Je le fais, dis-je. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Ils n'ont pas discuté après ça. Ils se sont levés, m'ont remercié avec une politesse forcée et sont partis. Ce n'est qu'après la fermeture de la porte que j'ai senti le tremblement dans mes mains. Pas de la peur, pas du doute. Un relâchement. Je me suis assise près de la fenêtre pendant un long moment, regardant la dernière lumière s'éteindre dans le ciel. Les rosiers étaient presque nus maintenant. L'hiver était proche. Henri aurait dit « Ils fleuriront à nouveau ». Et ils le feraient. Mais pas pour tout le monde. La banque sentait l'encaustique au citron et le pouvoir tranquille, le genre d'endroit où le vieil argent se déplaçait lentement et où personne n'élevait la voix. Je n'y étais pas entrée depuis près d'1 an, mais il se souvenait de moi. « Madame Renaud », dit la réceptionniste en se levant immédiatement. « Monsieur Lambert va vous recevoir. » J'ai hoché la tête poliment et j'ai attendu près des hautes fenêtres donnant sur la rue principale. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations, tête baissée, affairés. À l'intérieur, le monde semblait immobile, comme si quelque chose d'important était toujours sur le point de se produire. Monsieur Lambert, Richard, est sorti 1 minute plus tard, toujours aussi impeccable dans son costume sur mesure. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais renversé de café de sa vie. Élise. Il me salua chaleureusement en me serrant la main. J'ai été surpris par votre message. Bien, ai-je dit. La surprise est une bonne chose. Il sourit, incertain, et me conduisit à son bureau. Mur de verre, un bureau en noyer, une seule photo encadrée de son chien. Henri aurait aimé ça. Un visage honnête, dans une pièce pleine de finances. Je comprends que vous voulez faire des changements, dit-il en ouvrant mon dossier de compte. Je les ai déjà faits, répondis-je. Je suis ici pour m'assurer qu'ils sont exécutés sans délai. Il parcourut les notes, les sourcils se levant à mesure qu'il lisait. Vous avez révoqué tous les virements liés, supprimé Julien et Sophie comme bénéficiaires, établi une fiducie irrévocable au nom de Léo. C'est un changement significatif. Je suis une femme significative, dis-je. Il gloussa. Oui, vous l'êtes. Je me penchai légèrement en avant. Je veux des garanties, Richard. Inattaquables, sans appel, sans représentants familiaux, lui tordant le bras dans 5 ans quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. Nous pouvons structurer la fiducie pour empêcher cela. Les versements seront contrôlés, conditionnés à un usage éducatif, au logement ou à la santé jusqu'à ses 30 ans. Après cela, plein accès, mais toujours protégé. Voulez-vous un cofiduciaire ? Non, dis-je. Léo pourra avoir un conseiller financier s'il le souhaite, mais les décisions lui appartiennent. Je lui fais plus confiance qu'aux avocats. Ce n'était pas une pique contre Richard, juste une vérité. Il ajusta ses lunettes. Vous comprenez que cela ne peut pas être annulé facilement. Je ne veux pas que ce soit annulé. Nous avons tout passé en revue. Signature, date, confirmation finale. J'avais l'impression de construire quelque chose. Pas une maison, pas une entreprise. Quelque chose de plus calme, de plus fort. Une frontière qui ne plierait pas sous la culpabilité ou ne s'adoucirait pas avec le temps. Avant que je ne parte, Richard joignit ses mains sur le bureau. « Élise, si je puis me permettre, et vous pouvez absolument me dire que ce ne sont pas mes affaires, mais faites-vous cela par colère ?» J'ai réfléchi à la question. « Non, dis-je. Je le fais par lucidité. » Il hocha lentement la tête. « C'est rare. »« Non, dis-je à nouveau, plus doucement cette fois. C'est juste tard. Quand je suis sortie dans la lumière de l'après-midi, elle semblait différente, plus propre en quelque sorte, plus légère. De l'autre côté de la rue se trouvait un café où Henri et moi avions l'habitude d'aller après les courses. Je n'y étais pas allée depuis des années. L'endroit avait changé. Personnel plus jeune,
musique plus forte. Mais je suis entrée quand même, et j'ai commandé un cappuccino. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue. Une femme d'une trentaine d'années passa, poussant une poussette, son manteau flottant au vent. Elle avait l'air fatiguée, déterminée, familière. J'ai siroté mon café lentement. Pas de téléphone à la main, pas d'urgence, juste une tasse, une chaise, une heure entière qui n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Ils avaient toujours dit que cette étape de la vie serait calme. Ils n'avaient pas dit à quel point la paix pouvait être bruyante. Madame Fournier vivait 2 maisons plus bas et y habitait depuis 1972. Elle et moi n'étions pas le genre de femmes à nous appeler meilleures amies, mais nous avions partagé suffisamment de tasses de thé et échangé suffisamment de regards entendus par-dessus nos clôtures pour que le silence entre nous devienne une sorte de langage. Elle a frappé vers 17 heures, apportant une boîte de madeleine au citron et sa curiosité douce habituelle. « J'ai vu la voiture de Julien ici hier », dit-elle dès que j'ouvris la porte. « Il a apporté des fleurs ou juste des excuses ?»« Ni l'un ni l'autre », dis-je en m'écartant pour la laisser entrer. « Il a amené sa femme et un costume. »« Oh », dit-elle, et ce seul mot était trempé de jugement. Nous nous sommes assises dans le salon et je lui ai servi du thé. Camomille pour elle, noir corsé pour moi. Elle posa la boîte entre nous sur la table basse et ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle attendait. Je leur ai dit, dis-je, tout, qu'ils étaient hors du testament, que Léo est le seul qui soit jamais revenu sans qu'on le lui demande. Madame Fournier laissa échapper un long soupir. Il était temps. Je la regardais. « Je suis désolée, Élise, » dit-elle en s'adoucissant. « Mais je t'ai regardé courir après leur approbation pendant des années. Faire du babysitting quand tu avais tes propres rendez-vous chez le médecin, signer des chèques pendant qu'ils partaient en croisière, sourire quand ils oubliaient les anniversaires. Je n'arrêtais pas de penser « Elle va craquer un jour. » Et Dieu merci, tu l'as enfin fait. Je n'ai pas craqué, dis-je. J'ai juste retiré tout ce qui n'était pas de l'amour. Madame Fournier sourit. Mieux formulé. Nous sommes restées assises en silence un moment, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur et la rafale occasionnelle à l'extérieur. L'automne commençait à s'installer. Le genre d'automne qui sentait les vieilles feuilles et le bord de quelque chose qui se termine. « Tu le regrettes ?» demanda-t-elle finalement. Je secouai la tête. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle ouvrit enfin la boîte. Les madeleines étaient parfaites. Bord croustillant, poudré de sucre, beurré et moelleuse au milieu. Nous en prîmes une chacune et mâchâmes pensivement. « Tu sais, dit-elle, ma nièce a essayé de me faire vendre cette maison au printemps dernier. Elle a dit que c'était trop pour moi, que je devrais déménager dans une de ses résidences pour seniors près du lac. Tout est fait pour toi, Tati, m'a-t-elle dit. La lessive, les repas, même les sorties de groupe. Et qu'as-tu répondu ? J'ai dit que je préférerais mourir dans une maison pleine de tasses ébréchées et de mon propre silence que de vivre dans un endroit qui sent l'eau de Javel et l'ennui des autres. J'ai ri. Un petit rire réel qui venait de quelque part de stable. Madame Fournier se pencha en avant. Toi et moi, nous venons d'une génération qui sait ce que coûte l'endurance. Nous avons usé nos colonnes vertébrales. Élever des gens qui pensent que l'amour se mesure en cadeaux et que la gratitude est facultative. J'ai hoché la tête. « Tu n'es pas cruelle, Élise, » ajouta-t-elle. « Ils diront que tu l'es. Ils chuchoteront sur la façon dont elle a déshérité ses propres enfants. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que tu étais aussi celle qui les maintenait à flot à travers chaque tempête, même quand ils ne prenaient pas la peine de demander si tu te noyais. » J'ai cligné des yeux fortement, mais rien n'est tombé. Nous avons parlé pendant une autre heure de son jardin, de l'état du quartier, des écureuils qui grignotaient à nouveau sa gouttière. Quand elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras plus longtemps que d'habitude. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision. J'ai sorti une vieille lettre qu'Henri m'avait écrite lors de son premier voyage d'affaires, nichée dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. « Élise, cette maison n'est jamais vide avec toi dedans. Tu es le toit, le plancher et le verrou sur la porte. Même quand on a l'impression que personne ne te voit, moi, je te vois. » Je l'ai lue 3 fois avant de la glisser à nouveau dans l'enveloppe. La maison était calme, mais pas vide. Plus maintenant. Cela a commencé par une promenade. Un acte simple, banal. Mais pour moi, c'était la première que je faisais sans une raison liée à quelqu'un d'autre. Pas pour aller chercher des ordonnances, pas pour apporter un gratin,
pas pour rendre un plat que je n'avais pas demandé à emprunter. Je voulais juste marcher. La matinée était vive, pas froide. Le genre d'air qui aiguise vos poumons, mais ne mord pas votre peau. Je portais le vieux coupe-vent d'Henri, une taille trop grande, effiloché au poignet, et je me sentais étrangement réconforté par son poids. J'ai parcouru le quartier lentement, non pas comme quelqu'un qui fait de l'exercice, mais comme quelqu'un qui se souvient de ce qui lui appartient encore. La maison des Martin avait toujours les mêmes volets bleus. Le porche des Dubois grinçait de la même manière que lorsque Henri disait « On devrait réparer le nôtre avant que celui-là ne tombe finalement ». Il ne l'a jamais fait. Eux non plus. Au parc, je me suis assise sur un banc sous le vieil orme, celui qui s'était fendu lors d'une tempête en 99. Il penchait toujours légèrement, têtu et vivant. De l'autre côté de l'allée, 2 jeunes mères poussaient des poussettes, discutant d'entraînement au sommeil et d'école maternelle. Elles ne m'ont pas jeté un regard, et cela ne me dérangeait pas. Je ne faisais plus partie de leur monde. Je ne voulais pas l'être. Une femme s'est assise à l'autre bout de mon banc, peut-être la quarantaine. Elle avait cet air fatigué mais fonctionnel dont je me souvenais de mes propres années intermédiaires. Le genre de femme qui fait 5 listes par jour mais oublie pourquoi elle est entrée dans la pièce. Nous sommes restées assises en silence pendant quelques minutes, puis elle a dit, sans me regarder, « Vous venez souvent ici ?» J'avais l'habitude, dis-je, avant que les gens n'arrêtent d'avoir besoin qu'on les conduise ou qu'on leur apporte des gratins. Elle rit doucement. Ça a l'air sympa. Nous n'avons pas échangé nos noms. Nous n'en avions pas besoin. Je suis ici pour m'éclaircir les idées, dit-elle. Ma fille m'a dit hier qu'elle ne pense pas vouloir d'enfant. Elle a dit qu'elle n'est pas sûre d'en voir l'intérêt. J'ai haussé les sourcils. Qu'avez-vous dit ? Je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de ces 5 tatouages, mais que j'avais réussi à garder ça pour moi. J'ai souri. Vous ne l'avez pas gardé pour vous, n'est-ce pas ? Elle rit à nouveau, plus librement cette fois. Non, je ne l'ai pas fait. Nous avons parlé pendant 15 minutes de rien important et de tout ce qui comptait. Elle est partie la première, faisant un petit signe de la main. Je l'ai regardée disparaître au détour du sentier et j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Une petite ouverture, comme la fissuration d'une porte longtemps gelée. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner juste pour moi. Pas de la nourriture rapide, pas des restes. Un repas complet. J'ai mis la table, utilisé la bonne vaisselle, allumé une bougie. J'ai mis la radio doucement en fond. La même station qu'Henri aimait, même s'il parlait plus qu'il ne passait de musique maintenant. Et j'ai mangé en silence. Pas seul, mais seul. Il y a une différence. Après, je suis allée dans le bureau et j'ai regardé autour de moi. La pièce avait toujours été l'espace d'Henri. Papier, livres, mots croisés à moitié finis. Je n'avais pas touché à grand-chose depuis son départ. Mais ce soir, je l'ai fait. J'ai épousseté, ouvert les fenêtres, aéré. Puis, je me suis assise à son bureau et j'ai écrit une lettre à moi-même. Juste quelques lignes. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas obligé de gagner la paix par l'épuisement. J'ai plié le papier et l'ai glissé dans le tiroir à côté de ces derniers mots croisés. À moitié fait. La réponse aux 14 verticales, toujours vide. L'indice était « Fin d'un chapitre, début d'un autre ». Je n'avais pas besoin de connaître la réponse. J'étais déjà en train de la vivre. L'enveloppe portait son écriture. Je l'ai reconnue instantanément. Des lettres majuscules prudentes, légèrement inclinées, avec un espacement irrégulier. Léo avait toujours appuyé trop fort avec son stylo, comme si les mots ne compteraient pas s'ils ne laissaient pas une marque. Elle est arrivée 3 jours après notre conversation, glissée entre une offre de carte de crédit et un prospectus d'épicerie. Je l'ai rentrée, l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et l'ai fixée pendant que ma bouilloire chauffait. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée là, comme je laissais ma carte d'anniversaire non ouverte sur la cheminée jusqu'après le dîner, prolongeant le mystère. Quand le thé fut prêt, je me suis assise et j'ai ouvert l'enveloppe. Chère grand-mère, je voulais écrire ceci au lieu d'envoyer un texto. Je sais que j'aurais pu le dire la dernière fois que je t'ai vue, mais j'essayais encore de trouver les bons mots. Et maintenant, après y avoir réfléchi pendant quelques jours, je ne pense pas qu'il y ait de mots parfaits. Alors, voici les mots honnêtes. Merci. Pas seulement pour la fiducie, la maison ou le chalet, même si je sais à quel point c'est énorme. Mais pour autre chose.
pour être la seule personne dans cette famille qui ne m'a jamais demandé d'être autre chose que exactement qui je suis. Tu m'as toujours fait de la place. Même quand mes parents me poussaient à être plus poli, plus ambitieux, plus, je ne sais pas, stratégique. Tu n'as jamais été stratégique. Tu étais juste vrai. Je ne savais pas que grand-père était malade. Je ne savais pas qu'il était mort. Je ne sais toujours pas vraiment comment gérer ça. Et je suis désolée. J'aurais été là. Tu sais que j'aurais été là. Et je suis tellement en colère contre maman de ne pas me l'avoir dit, d'avoir supposé que ça n'avait pas d'importance. Je ne sais pas ce qui t'a fait me choisir, mais je promets que je ne le gâcherai pas. Je ne vais pas te décevoir. Je veux prendre soin de cette maison, grand-mère. Je veux apprendre ce que toi et grand-père avez construit. Je veux comprendre le genre de force qu'il faut pour continuer à être présent quand personne d'autre ne l'est. Je t'aime. Je ne le dis pas assez, mais c'est le cas. Je t'ai toujours aimé. Je l'ai lu 3 fois. Une fois les yeux secs. Une fois la main sur la poitrine. Une fois avec des larmes glissant silencieusement sur ma mâchoire. Puis, j'ai posé la lettre sur la cheminée et je suis restée devant, comme si c'était quelque chose de sacré. Parce que dans cette maison, les lettres comme celle-là étaient rares. Non pas parce que l'amour n'existait pas, mais parce qu'il était resté trop longtemps non dit, supposé, étiré jusqu'à la corde. Je n'avais pas besoin de l'argent que j'avais mis de côté. Plus maintenant. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir que quelque chose que j'avais fait, un petit investissement tranquille de temps et de tendresse, n'avait pas été avalé tout rond par des enfants ingrats et des vacances performatives. Cette nuit-là, je me suis assise dans le fauteuil d'Henri et j'ai regardé les ombres bouger sur le sol alors que le soleil plongeait derrière les érables. Léo était le genre d'homme qu'Henri aurait respecté. Pas bruyant, pas arriviste, mais stable, curieux, présent. Ce dernier point comptait plus que tout maintenant. Être présent. Pas seulement se montrer, mais voir. Je savais qu'il ne gaspillerait pas la fiducie. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il avait goûté à ce que signifiait être oublié. Et les gens comme ça ne laissent pas les choses pourrir en silence. Ils planteraient quelque chose avec. Ils se souviendraient. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le doux craquement de la maison alors que la température baissait. Le bois qui bouge, qui s'installe, qui respire. C'était un son que j'avais autrefois trouvé solitaire. Maintenant, il sonnait comme la vie qui continue, comme un héritage qui chuchotait en retour. Les soirées avaient un nouveau rythme maintenant. Pas d'appel téléphonique de Sophie demandant si je pouvais juste passer à l'école chercher Léo, non pas parce qu'elle avait besoin de moi, mais parce que son cours de yoga avait débordé. Pas de message de Julien se demandant si cela me dérangerait de couvrir une réparation de voiture surprise. Jamais assez urgent pour justifier la panique, mais toujours juste assez pour appliquer une pression. Le silence était devenu doux. Ce soir-là, j'ai mis la table pour une personne. Non pas parce que j'étais seule, mais parce que je comprenais enfin la différence entre manger et être nourri. J'ai fait un poulet rôti. Un vrai rôti. Pas congelé, pas au micro-ondes. Des pommes de terre aussi. J'ai utilisé du romarin du jardin qu'Henri avait planté à l'époque où nous croyions encore que les week-ends étaient faits pour rire et non pour faire des courses. J'ai allumé une bougie. Je n'en avais pas besoin, mais je la voulais. Au milieu du dîner, la maison était si calme que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je me souvenais de cette horloge dans le premier appartement qu'Henri et moi avions loué. Comme elle avait semblé forte quand nous étions couchés, éveillés la nuit, sans argent, sans assurance, sans véritable plan, sauf l'un pour l'autre. Il disait toujours « Nous construirons quelque chose, même si c'est lent ». C'était lent, et c'était beau. Après le dîner, j'ai lavé la vaisselle lentement. Pas pressé, pas en multitâche, pas en pensant si quelqu'un d'autre aurait besoin de la cuisine ensuite. Je les ai séchés, rangés, et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai dansé. Pas bien, pas longtemps, mais assez. J'ai allumé le tourne-disque, le vieux qu'Henri avait essayé de réparer 100 fois jusqu'à ce qu'il abandonne et me dise « Il a plus de charme avec une rayure ». Il avait raison. Il sautait toutes les 3 lignes et je connaissais toujours les paroles. J'ai dansé dans le salon, pieds nus, les bras légèrement levés, mon corps raide à des endroits dont je ne me souvenais pas avoir jamais été raide. Mes genoux me rappelaient que j'avais 79 ans. Mais mon cœur avait à nouveau 20 ans.
J'ai dansé comme si personne ne regardait. Parce que pour une fois, personne ne regardait. Pas pour juger, pas pour attendre, pas pour patienter jusqu'à ce que je m'arrête pour qu'il puisse me tendre une facture, un besoin ou une faveur. Juste moi. Dans la maison que j'entretenais, dans le calme que j'avais gagné, je me suis arrêtée seulement quand j'ai remarqué la cheminée. Inutilisée, froide, une couche de cendre encore du dernier hiver où Henri était en vie. Je me suis agenouillée, je l'ai nettoyé soigneusement, j'ai balayé l'ancien. C'était comme un rituel, quelque chose de sacré. J'ai trouvé un petit mot glissé dans un panier de petits bois que je n'avais pas touché depuis des années. C'était l'écriture d'Henri. Court, simple. Continue de danser, même si c'est juste dans la cuisine. Le monde essaiera de te faire oublier qui tu es. Ne le laisse pas faire. Je me suis rassise, les mains couvertes de poussière, les larmes montant mais ne coulant pas. Il avait su. Peut-être pas exactement comment les choses se passeraient, mais il avait su ce que la vie essaierait de me faire. Comment elle essaierait de me rendre plus petite, plus polie, plus accommodante. Et il avait laissé ce message, comme un repère dans les bois. Je suis restée assise là sur le tapis pendant un moment, regardant l'âtre vide. Pas vide, me suis-je corrigée. En attente. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste d'1 centimètre, laissant l'air d'automne entrer. Celui qui sent les feuilles mortes et quelque chose de plus propre en dessous. Je me suis allongée sous le couvre-lit que j'avais fait en 84, quand Henri travaillait encore de longues heures et que les enfants étaient à l'école, et que je pensais encore que l'épuisement était une sorte de vertu. Maintenant, je savais mieux. Maintenant, je sais que la paix est une meilleure mesure. Mon corps était fatigué, mais pas de l'ancienne manière. Pas comme avant, quand le poids des besoins des autres s'installait dans ma colonne vertébrale comme un second squelette. C'était une bonne fatigue, une fatigue méritée, celle qui vient après avoir récupéré quelque chose. Pas un trône, pas une vengeance, juste un nom, le mien. Je ne l'attendais pas. Quand j'ai ouvert la porte et vu Isabelle se tenir là, seule, pas de voiture en vue, pas de Julien traînant derrière avec des excuses répétées devant un miroir, j'ai senti un étrange calme m'envahir. Elle tenait une tarte du pâtissier. J'ai haussé un sourcil. Elle offrit un sourire nerveux. « C'est aux pommes !» Je me suis écartée. Pas par gentillesse, pas par obligation. Juste par curiosité. Elle est entrée comme quelqu'un qui était déjà venu, mais qui n'avait jamais vraiment regardé autour. Ses yeux ont parcouru le couloir, les photos, le porte-manteau qu'Henri avait construit en 1981. Le même dont Julien avait cassé une cheville enfant et avait menti à ce sujet. Henri ne l'a jamais réparé. Il disait que ça faisait partie de l'histoire maintenant. Isabelle se tenait dans la cuisine, maladroitement. Je ne lui ai pas offert de thé. Je ne lui ai pas dit de s'asseoir. J'ai laissé le silence faire son travail. Finalement, elle a dit « Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit. » Bien. J'ai entendu ce qui s'est passé, ce que vous avez dit à Julien, à propos de la fiducie, de la maison, de tout. J'ai hoché la tête. Je sais que vous ne me croirez probablement pas, continua-t-elle, ses mains maintenant jointes fermement devant elle. Mais je voulais vous dire merci. Cela m'a surprise. Merci pourquoi, exactement? De ne pas l'avoir donné à Julien. Elle leva les yeux, et pour la première fois depuis toutes les années que je la connaissais, j'ai vu quelque chose d'authentique, non filtré, non calculé. Julien n'a jamais appris à se débrouiller seul, dit-elle. Il a grandi avec tout ce qui était géré pour lui. J'ai essayé de maintenir cette illusion, mais... Elle s'arrêta, les yeux brillants maintenant. Votre indulgence n'a pas aidé, mais la mienne non plus. Et maintenant? Maintenant, c'est juste qui il est. Je n'ai rien dit, elle continua. Je sais qu'il vous en veut et que Sophie vous en veut. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est vous qui teniez tout l'édifice pendant qu'il se plaignait de la façon dont vous le faisiez. Je me suis appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Alors pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je suis fatiguée aussi, murmura-t-elle. Nous sommes restés dans cette cuisine immobile un long moment. Personne ne bougeait. La tarte reposait intacte entre nous. Elle s'est finalement assise. Je veux que vous sachiez que j'admirais Henri, dit-elle. Il était gentil avec moi, même quand il n'avait aucune raison de l'être. Et je sais que je n'ai jamais dit merci pour tout ce que vous avez fait. Pour l'aide, l'argent, le babysitting, le constant « oui ».
Je l'ai observé. Vous ne me deviez pas de remerciements, dis-je. Mais vous lui deviez votre présence quand il a quitté ce monde. Et vous n'êtes pas venu. Elle baissa les yeux. Je sais. Il n'y avait aucune satisfaction à le dire. Juste la vérité, comme brosser la poussière d'un rebord de fenêtre. Elle attrapa son sac à main, non pas pour partir, mais pour en sortir quelque chose. Une petite photo usée sur les bords. C'était une photo de Léo, peut-être âgé de 5 ans, assis sur la balançoire dans mon jardin. J'avais pris cette photo un dimanche. Isabelle avait dû la prendre d'une des cartes de Noël que j'avais envoyées il y a des années. « Il vous aime » dit-elle. « Vous le savez, n'est-ce pas » J'ai hoché la tête. « J'espère qu'un jour il aimera quelqu'un comme ça » ajouta-t-elle. « Et j'espère qu'il saura à quel point c'est rare. » Elle se leva alors, redressa son manteau. « Je ne prendrai pas plus de votre temps, dit-elle. Mais je voulais le dire avant que l'histoire ne soit réécrite, avant qu'ils ne fassent de vous la méchante dans leur version. » Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit elle-même. Le vent attrapa le bord de son écharpe. Pendant une seconde, elle parut plus jeune, moins laquée. Juste une femme qui avait aussi passé sa vie à se donner à des gens qui ne l'ont jamais vue. Elle s'arrêta sur le seuil. « Ne les laissez pas prendre votre paix, Élise, » dit-elle. « Ils en ont pris assez. » Et puis, elle est partie. Je suis restée là un long moment avant de prendre la tarte et de la placer dans le réfrigérateur. Non pas par sentimentalisme, juste parce qu'elle serait bonne avec le thé demain. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre du notaire. Pas une urgence, juste une confirmation. Les nouveaux documents étaient classés. La fiducie était active. Le nom de Léo vivait maintenant sur chaque acte, chaque compte, chaque ligne où les noms de Julien et Sophie figuraient autrefois. C'était calme, pas triomphant, pas dramatique, juste stable. Comme un livre enfin fermé après être resté trop longtemps ouvert, les pages gondolant à l'air. J'ai pris l'enveloppe dans le jardin. Les rosiers avaient finalement cédé au froid. Henri disait « Ils se rendent avec dignité ». J'ai toujours aimé cette phrase. Maintenant, je savais ce qu'il voulait dire. Il y a une façon de lâcher prise qui ne ressemble pas à une défaite. Je me suis assise sur le banc et j'ai passé mes doigts sur le papier. C'était réel maintenant. Tout. Pas seulement une décision prise dans le deuil ou la colère. Elle s'était installée en moi, dans la maison, dans le jardin. J'avais fait ce qui devait être fait. Et étrangement, j'ai ressenti autre chose aussi. Pas du soulagement, pas de la fierté. Une permission. La permission de recommencer. Même si c'était juste avec les petites choses. Cet après-midi-là, j'ai sorti la machine à coudre. Elle était rangée depuis avant qu'Henri ne tombe malade. J'ai débarrassé la table, huilé la roue, enfilé la canette avec le même soin tranquille que ma mère m'avait autrefois enseigné. Je n'avais pas besoin de faire quelque chose d'important. Je voulais juste entendre à nouveau le bourdonnement, ce rythme de travail doux qui me rappelait les femmes qui continuaient, peu importe ce qu'elles portaient. J'ai fait de nouveaux rideaux pour la cuisine. Ils n'allaient avec rien, bleu vif avec des coutures blanches maladroites. Mais ils étaient à moi. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai fait des crêpes. Des vraies, à partir de rien, pas d'une boîte. J'ai mis 2 assiettes sur la table. Je savais que Léo viendrait. Il venait toujours quand il disait qu'il le ferait. Il est arrivé juste après 9 heures, portant un sac de courses que je n'avais pas demandé. « Je pensais juste que tu voudrais quelque chose de frais, » dit-il. J'ai souri. « Tu veux apprendre à les faire aujourd'hui ?»« Ouais, dit-il. Je veux bien. » Nous avons cuisiné ensemble. Je lui ai montré l'astuce pour les retourner sans les déchirer, comment tester la chaleur de la poêle avec une goutte d'eau, comment incorporer la pâte sans perdre l'air. Il écoutait. Écoutait vraiment, pas comme Julien le faisait. Impatient, cherchant toujours le raccourci. « Tu es doué pour ça », dit-il en mordant dans la première. « J'ai eu le temps de m'entraîner, » dis-je. Il versa plus de sirop et sourit. « Tu sais, je pense que cet endroit pourrait être quelque chose. » Je le regardais. « La maison, » dit-il. « Je ne veux pas dire seulement la garder. Je veux dire l'utiliser. Peut-être pour d'autres. Comme un espace pour les gens qui n'ont pas d'endroit où aller. Ou même un petit atelier de jardinage. Apprendre des choses aux gens. » J'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi que je n'attendais pas. De l'espoir. Pas le genre bruyant, désespéré. Le genre doux, patient. « Je pense que ton grand-père aimerait ça, » dis-je. Il hocha la tête.
Peut-être que je commencerai par le Porsche. Il a besoin d'être réparé. Tu auras besoin de vrais outils, dis-je. Pas de ces trucs d'étudiants dans des kits en plastique. Il rit. Je suppose que tu devras m'apprendre ça aussi. Nous avons mangé le reste dans un silence facile. Après son départ, je me tenais à l'évier, lavant la vaisselle, la fenêtre ouverte, les nouveaux rideaux se balançant doucement. Le vent sentait les feuilles sèches et quelque chose de légèrement sucré. Peut-être de la cannelle. Peut-être un souvenir. J'ai regardé la cour. Les rosiers étaient d'un parti pour la saison. Le banc était froid. Les arbres se tenaient nus, mais droits. Et pour la première fois depuis l'enterrement, je n'ai senti aucun poids m'écraser. Juste la forme de ce qui allait suivre. Quelque chose que Léo construirait. Quelque chose pour lequel j'avais fait de la place. La première neige tombait légèrement. Juste une poussière de blanc sur la cour. Le genre qui ne tient pas encore, mais qui vous dit que la saison a vraiment changé. Je la regardais depuis le porche arrière, enveloppée dans mon gros gilet, un café à la main. Léo était devant, mesurant les marches avec un petit niveau, marmonnant pour lui-même comme Henri le faisait quand il travaillait. Cela faisait 1 mois que j'avais signé les papiers. Le monde n'avait pas applaudi. Le ciel ne s'était pas ouvert. Mais quelque chose en moi avait basculé. Un poids porté pendant des décennies avait enfin disparu. Et ce qui l'a remplacé n'était pas la colère, ni la victoire. Juste de l'espace. J'avais fait de la place pour quelque chose de nouveau. Les enfants n'avaient pas rappelé. Sophie avait envoyé un seul texto. « J'espère que tu es fière de ce que tu as fait. » Je n'avais pas répondu. Le silence de Julien était plus long, plus profond. Un vide qui ne demandait plus à être comblé. Je ne les ai pas poursuivis. Laissez-les raconter leur version. Laissez-les me peindre comme une personne froide. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que les gens réécriront toujours la vérité pour rendre leur honte plus confortable. Mais je savais ce qui s'était passé. Je savais ce que j'avais donné. Et je savais ce que j'avais récupéré. La vérité n'avait pas besoin de crier. Elle avait juste besoin de tenir bon. Léo frappa doucement à la porte arrière. « Grand-mère, tu veux voir la nouvelle rampe ?» J'ai posé ma tasse et je l'ai suivi devant. Il avait bien travaillé. Poncé, teinté, scellé contre les intempéries. Le Porsche, pour la première fois depuis des années, avait l'air d'être entretenu par quelqu'un. Henri aurait dit qu'elle penche un peu à gauche. J'ai souri. Léo sourit. C'est le cas de tout le monde dans cette famille. J'ai ri. Un vrai rire, ouvert. Un rire qui n'avait pas vécu en moi depuis longtemps. Il se tenait à côté de moi, s'essuyant les mains sur un chiffon. Je pensais que peut-être au printemps prochain, nous pourrions commencer un petit potager devant. Pas seulement des fleurs, des légumes, des herbes, quelque chose qui pousse. Je l'ai regardé, et j'ai vu non seulement le garçon que je bordais autrefois, mais l'homme qui avait choisi d'être là. Cela semble parfait. Nous sommes rentrés. Le froid commençait à mordre maintenant. J'ai fait de la soupe. Il a réparé l'armoire qui grinçait. Je lui ai montré où était le compteur électrique. Il m'a posé des questions sur l'isolation du grenier. Nous avons rempli la journée avec les petites choses nécessaires qui font une vie. Pas le genre que l'on prend en photo, mais le genre qui vous manque quand elles ont disparu. Cette nuit-là, après son départ, j'ai écrit une dernière lettre. Pas pour le tribunal, pas pour les avocats. Pour moi-même. À la femme que j'étais. Tu as essayé plus longtemps que tu n'aurais dû. Tu t'es plié en des formes qui ne t'alénaient pas. Tu as parlé doucement quand tu aurais dû te tenir droite. Tu as donné quand tu aurais dû dire non. Mais tu as aussi aimé farouchement. Et ce n'est pas une erreur. Maintenant tu es libre. Libre de danser dans les cuisines, de planter quelque chose juste pour le plaisir de le voir grandir, de dire non sans culpabilité, de dire oui sans peur, de donner quand c'est mérité, non pas exigé. Tu n'es pas cruel, tu n'es pas amer, tu es lucide. Et cela, enfin, est suffisant. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans le même tiroir où j'avais gardé les vieilles photos de famille. Non pas pour la cacher, juste pour savoir qu'elle était là, comme un phare que j'avais construit moi-même. Avant de me coucher, je suis sortie une dernière fois. Les étoiles étaient vives, le froid plus profond maintenant. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré « Il aurait été fier ». Non pas de la décision, ni même de la force, mais du fait que j'avais enfin choisi la paix, pas bruyante, pas ostentatoire, juste la mienne. Alors,
Voici ce que je vous laisse. Vous qui avez lu jusqu'ici, qui avez peut-être vos propres silences, vos propres pièces douloureuses, vos propres limites tacites. N'attendez pas que quelqu'un vous tende la paix. Choisissez-la. Ne confondez pas l'amour avec l'obligation. Ne confondez pas le devoir avec la valeur. Et si votre maison est pleine de bruit, mais que personne ne vous entend, créez un nouveau genre de calme. Un où vous n'êtes plus invisible. Un où vous n'avez pas à disparaître pour vous sentir en sécurité. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, partagez-la, parlez-en à quelqu'un, ou gardez-la simplement près de vous et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Suivez pour plus d'histoires comme celle-ci. Laissez un commentaire si cela a résonné en vous, ou asseyez-vous simplement avec cela un moment. Je vous promets que c'est suffisant.